Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Ça va dépendre de la plateforme, ça va dépendre de ce que veut faire le créateur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se différencier, d'avoir son style à soi, d'avoir ses concepts à soi. Ça peut être une marque ou ça peut être un influenceur, comme je te disais. On peut pas faire comme tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui on va parler marketing d'influence et j'ai reçu un spécialiste pour pouvoir en parler avec vous et j'ai le plaisir de recevoir Hector. Salut Hector. Salut Thibaut. Merci beaucoup de prendre le temps de venir discuter de ces sujets ensemble. Merci à toi. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter à nos auditeurs, nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens? Bien sûr. Alors moi donc je suis Hector Soyer, aussi connu sous le nom de Hector Le Vrai. Okay. Donc moi aujourd'hui j'ai 20 ans, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais 16-17 ans et en fait j'ai commencé en tant que créateur de contenu. Donc c'était plus que pour moi de l'entrepreneuriat une passion et une activité extrascolaire, le plaisir de créer de la vidéo et comment mettre finalement un premier pas dans l'entrepreneuriat sans même s'en rendre compte, créer des vidéos pour le plaisir et finalement aboutir sur finalement des projets pro. Ça a été un peu mon histoire sur les premiers mois, les premières années, en partant de zéro avec 70 vues sur ma première vidéo Snapchat. Et puis en arrivant à plusieurs millions de vues à une certaine période. Donc aujourd'hui, je suis sur TikTok, Instagram, Snapchat et YouTube. Okay. J'ai une communauté de plus de 2 500 000 personnes en cumulé. Et j'ai fondé il y a 2 ans et demi, 3 ans, ma première agence de marketing d'influence spécialisée dans la communication créative et impactante pour les marques. Génial. Comment t'es arrivé à créer du contenu? Est-ce qu'au début, est-ce que t'avais une finalité en tête? Est-ce qu'au début, c'était juste pour toi ou t'avais quand même des objectifs? Comment t'es arrivé un peu là-dedans? Alors au tout départ, quand j'ai commencé à créer des vidéos, c'était vraiment pour le pur plaisir. J'avais pas d'amis qui faisaient ça. C'était même... un autre volet de l'influence à cette époque-là, puisqu'on n'avait pas autant de créateurs qu'on en avait aujourd'hui. TikTok n'existait même pas encore. Aujourd'hui, beaucoup de personnes deviennent créateurs, créatrices avec TikTok. C'est génial. À l'époque, c'était pas le cas et ça faisait un peu de nous, puisque moi j'étais au lycée, quelqu'un d'un peu particulier, pas forcément adoré. On me pose souvent la question de me dire, mais tu devais être super populaire au lycée. C'était pas forcément le cas. Et quand j'ai commencé, en fait, j'avais beaucoup de choses à dire, pas forcément beaucoup de copains. Un peu Calimero là sur les bords. Et je me suis dit que faire des vidéos sur les réseaux sociaux, c'était peut-être une manière super cool de partager tout ça. Donc j'ai fait des vidéos pour raconter un peu ce que j'avais sur le cœur dans la tête, quoi. Et à partir de quel moment tu t'es dit, je peux en faire, le convertir en une activité pro? Alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Moi, j'étais pas quelqu'un qui avait de l'argent de poche, encore Calimero. Je sais pas si t'as remarqué. L'argent, ça me parlait, mais pas du tout. J'avais 16 ans. Pour moi, avoir 100 euros, c'était être maxi riche, et pourtant c'était qu'il y a 4 ans, donc c'est quand même, c'est fou. J'ai commencé à faire des premiers contrats sur Snapchat pour promouvoir d'autres créateurs. J'ai commencé à créer ma première société avec l'aide de mon père qui heureusement m'a aidé pour m'expliquer comment ça fonctionnait. J'y connaissais absolument rien. Il m'a dit que c'était obligatoire. Et puis j'ai gagné un petit peu d'argent. Je percevais pas du tout ça comme une prestation professionnelle ou quoi que ce soit. J'avais simplement l'impression de donner quelque chose et puis qu'on me donnait quelque chose d'autre en échange. C'était la première fois que je commençais à avoir un petit peu d'argent et c'était juste un truc de fou. En fait, je me rendais pas du tout compte de ce que représentaient les sommes. J'avais pas la vision sur du chiffre d'affaires, du bénéfice, etc. J'avais juste fait une story contre de l'argent et je me disais waouh, c'est incroyable. Je suis au lycée, j'ai gagné. On peut faire ça. j'ai gagné de l'argent. C'est incroyable. Et c'est longtemps après, pour répondre à ta question, quand même, que je me suis rendu compte de ça. Peut-être 1 an après avoir gagné mes premiers sous, que je me suis dit mais finalement je gagne des sous et en fait ces sous-là ça pourrait finalement s'apparenter à un salaire. En fait cette passion qui me rapporte de l'argent, en fait c'est aussi un peu un métier. Et après de cette première vision et pensée que j'ai eue, tout a justement découlé. Je me suis dit en fait waouh, ce projet-là c'est vraiment des gens qui travaillent derrière, qui sont au bureau, souvent à Paris. Après j'ai commencé à aller à Paris petit à petit, les choses se sont concrétisées. Je me suis rendu compte que derrière cet argent, derrière ces choses-là, il y avait du monde, il y avait des équipes, il y avait des salariés, il y avait des événements, des managers, des agences, des marques. Et je me suis dit waouh, en fait je fais partie vraiment du monde du travail. Et c'est à ce moment-là que justement j'ai voulu créer mon agence d'influence, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes et potentiellement des solutions que j'ai voulu apporter. Donc c'est comme ça que j'ai créé Initial Agency, du coup, une agence d'influence. Génial. Donc tu commences seul à ce moment-là? Alors moi quand j'ai créé mon agence, c'était exactement au moment de la rencontre avec mon premier associé qui s'appelle Romain Musso, qui lui était consultant pour des marques qui commençaient déjà à faire petit à petit des campagnes d'influence de son côté. On s'est rencontrés à un moment complètement par hasard dans le cadre d'une opération. Il m'a dit mais moi en fait je fais des petites opérations à droite à gauche, j'aimerais bien lancer mon agence. Je lui ai dit moi pareil. Il m'a dit j'ai cette expertise, j'en ai une autre.
Et on a commencé à faire un site, trouver un nom, définir notre offre, et on a commencé à avancer ensemble. On a tout de suite été sur la même longueur d'onde, et puis c'est comme ça qu'on a fondé l'agence, quoi. Et donc c'était quoi vos premiers use cases, un peu vos clients et les services que vous rendiez? Alors nous, le service qu'on cherche à rendre avec Initial Agency, c'est rendre l'influence accessible à tous. Pour tout type de projet. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment se présenter comme une agence 360 qui va permettre aux marques d'accéder à tous les influenceurs francophones. Donc nous, en fait, on fait un énorme travail en bac pour apprendre à connaître les influenceurs, comprendre leur fonctionnement, comprendre leurs projets, et également derrière un travail pour justement sourcer régulièrement les nouveaux influenceurs, puisque depuis l'arrivée de TikTok et l'explosion des réseaux sociaux ces dernières années, les nouveaux créateurs, il y en a tous les jours, et donc il faut savoir se mettre à la page quand on est un annonceur, un influenceur avec lequel on a collaboré il y a 3 ans et qui a super bien fonctionné, n'est peut-être plus du tout d'actualité aujourd'hui. Et donc nous, on fait énormément de travail en bac sur ce côté-là pour vraiment toujours être à jour, avoir une base de données qui est bien propre avec des résultats, des expériences, et puis finalement une vision long terme avec ses créateurs pour proposer tout ce que l'influence a de mieux à nous offrir en France en tout cas, puisque c'est notre domaine d'expertise pour le moment. Au sein d'Initial Agency, on n'a pas de talent exclusif, mais par contre, on est en contact avec la plupart des influenceurs français, et puis on a également beaucoup d'arrangements avec des agences qui représentent des créateurs exclusifs et des managers indépendants pour vraiment essayer d'avoir cette flexibilité. Et en fait, l'objectif, c'est qu'en fait, le jour où une marque veut bosser avec Initial Agency, nous, on puisse directement appeler le créateur, faire un call avec la marque, réfléchir ensemble, brainstormer sur un concept vraiment bien pensé pour vraiment avoir un rendu créatif et impactant et éviter que ce soit juste la marque qui appelle l'agence et que finalement l'agence envoie un mail à l'influenceur, qu'elle ne connaisse même pas cet influenceur-là et que finalement, dans le cadre de ce premier projet, ils apprennent à se rencontrer. Nous, on se connaît déjà et on peut vraiment s'appuyer sur nos expériences passées, nos échanges précédents pour vraiment faire un truc sur mesure. Donc ça, c'est vraiment notre proposition. Ça marche bien, on accompagne pas mal de marques du coup depuis 3 ans aujourd'hui. On bosse avec différents groupes, je te l'ai pas dit, mais du coup, nous, on n'est pas spécialisé dans un domaine. Comme je te le disais, c'est pour tout type de projet. On bosse aussi bien avec des marques dans la tech. On bosse par exemple avec Asus, avec MSI pour parler de marques d'ordinateurs et de composants de PC qui font également d'autres produits bien sûr. On bosse avec des marques de téléphone. On travaille par exemple avec Realme qui est une marque en pleine explosion en France dans les smartphones. Comme on peut bosser également avec des marques lifestyle, qui n'ont rien à voir, qui sont plus effectivement dans le domaine de la mode, donc tout type de domaine. Et puis on travaille même aussi, je te l'ai pas dit non plus, mais avec des groupes médias. Des groupes médias ou alors des grosses agences de com qui finalement n'ont pas cette expertise en influence, mais qui ont dans le cadre de projets des besoins spécifiques en influence pour de la créativité et de l'impact. Et à ce moment-là, on travaille ensemble et ça nous arrive même d'ailleurs de collaborer avec d'autres agences d'influence qui par exemple vont représenter des talents dans la mode, dans le sport ou tout ce genre de choses et qui finalement ont parfois besoin d'élargir leur package dans le cadre de projets X ou Y pour pas juste activer des créateurs mode ou sport. Et donc à ce moment-là, on les aide pour pouvoir pitcher plus de créateurs et mettre en place une campagne 360 quoi. Est-ce que les marques vous mettent un peu des contraintes sur les influenceurs que vous allez cibler par exemple, il faut que cette personne n'ait pas déjà fait de la pub pour telle marque ou tel concurrent? Alors on peut avoir pas mal de contraintes. Ça peut être effectivement de ne pas avoir collaboré avec des marques concurrentes dans un certain laps de temps précédent pour éviter forcément d'avoir un certain cannibalisme et puis aussi dans le cadre d'une marque de téléphone, si jamais l'influenceur a recommandé un téléphone 6 mois avant, les gens quand même ne changent peut-être pas de téléphone 6 mois, enfin tous les 6 mois. Donc bien sûr on a ce genre de choses sur lesquelles on fait attention et puis après là où on met quand même forcément un point d'exclamation et qui est également un point très important pour les marques, c'est tout ce qui va être concernant les statistiques. Donc la communauté, forcément nous ce qu'on va chercher, c'est à ce que nos annonceurs ne dépensent pas un seul euro pour cibler une communauté qui ne les intéresse pas. Donc l'objectif, c'est de définir les profils qui ont la communauté cible, de payer pour des gens qui sont intéressés, pas payer pour des gens qui n'en ont rien à faire. Et puis derrière, de travailler sur des influenceurs qui ont de l'engagement, qui ont une vraie communauté. Voilà, des chiffres qui sont réels et qui derrière permettent d'avoir de l'impact. Pas des chiffres qui sont gonflés avec des mécaniques bidons et qui finalement derrière en termes d'impact ne représentent zéro quoi. Ouais, bien sûr. Et en termes de business model, vous vous rémunérez comment? C'est en fonction des performances? Ça va être un forfait? Alors nous on n'a pas de forfait, on prend des commissions sur les projets qu'on vend. Donc tout simplement un projet qui est validé avec la marque et l'influenceur, nous on s'octroie juste une commission là-dessus, mais toutes les propositions qu'on peut faire, tous les suivis, les accompagnements, tout ça c'est pas rémunéré ni au package ni au temps. Parfois il y a des projets qui vont nous prendre peu de temps, quand il y en a d'autres qui vont nous en prendre beaucoup plus, alors que c'était pas forcément prévu parce qu'il y a un souci de dernière minute, un changement, une actualité, un décalage, et à ce moment-là évidemment ça gonfle pas le budget quoi. L'objectif c'est que dès le début l'annonceur sache à quoi s'attendre, ce pourquoi il paye, et ça quoi qu'il arrive ça bougera pas. Alors après, il me semble que tu as lancé 2 autres projets. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de continuer, de d'étendre ton offre? Alors ces 2 autres projets, c'est Golden et Virali. Donc c'est 2 autres agences pour pas changer. C'est à la mode en ce moment. Non, c'est surtout que moi, ça fait effectivement 3 ans que je travaille avec
Romain sur Initial Agency. On s'est rendu compte sur ces 3 années qu'il y avait énormément de besoins, même si on a été 2 pendant plusieurs années, malgré le développement assez important de l'agence, le nombre de demandes, de clients, de projets assez fous, on a fait des trucs assez incroyables, et d'ailleurs à 2, je me demande comment ça a pu marcher. En tout cas, on a eu des super bons retours, et ben en fait, ça nous a pas empêché d'avoir effectivement beaucoup d'idées, et on a eu envie, il y a 1 an à peu près, de se lancer dans une nouvelle aventure. On a rencontré notre 3e associé qui s'appelle Collian Jair, et qui, elle, travaille avec nous du coup sur Golden, je t'en parlais juste avant. Golden, c'est quoi? C'est une agence d'influence qui, elle, est spécialisée dans l'accompagnement d'influenceurs. Donc là, on va par contre, contrairement à Initial Agency, représenter des créateurs en exclusivité. Donc on s'occupe de tout. Si une marque veut travailler avec ses créateurs, elle travaille avec nous, et ensuite on s'occupe de gérer avec le créateur. L'intérêt de cette boîte, c'est vraiment d'accompagner des créateurs. Donc cette fois-ci, on n'est plus côté annonceur. On va les aider à se développer en termes de visibilité, en termes d'image, de positionnement. Les influenceurs, il y en a plein. Et en fait, aujourd'hui, pour travailler avec des marques, il suffit pas juste de faire des statistiques. Il faut une image, il faut de l'impact, il faut de la qualité, de la cohérence dans les contenus, se différencier. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent, qui s'apprennent pas forcément toujours. Il y a des gens pour qui c'est inné, ça c'est top, mais il y a des gens pour qui ça l'est moins. C'est pas un défaut, c'est juste qu'on peut pas forcément tout faire quand on est créateur, et j'en ai fait l'expérience, donc je m'en suis rendu compte. Donc on accompagne des créateurs au sein de Golden et on les représente auprès des marques. On va les aider à proposer des projets long terme avec les marques, à se vendre, et puis à mettre en place vraiment des offres qui correspondent à leur concept, puisque de plus en plus on se rend compte qu'aujourd'hui, pour impacter avec les réseaux sociaux, il faut faire du sur-mesure. Côté marque et côté influenceur. Il faut que vraiment les choses soient pensées pour être impactantes, pour être créatives. Parler d'un produit et le présenter à X milliers de personnes, ça suffit plus. Aujourd'hui, il faut faire plus que ça. Donc c'est ce qu'on a fait côté annonceur avec Initial, et c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait faire côté influenceur avec Golden. Et puis le dernier projet, c'est Virali. Virali, c'est né d'un vrai besoin et de demande qu'on a pu avoir de la part de nos annonceurs. Virali, c'est une agence qui est spécialisée dans la création de contenu pour les marques, pour les réseaux sociaux des marques. Donc nous, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement aider les marques à se développer sur leurs réseaux sociaux avec des contenus qui sont actuels. Les réseaux sociaux, ça bouge tout le temps, les plateformes, les formats, tout évolue constamment. Et à cause de ça, plutôt, même si jamais il y a des entreprises qui effectivement ont des équipes en interne dédiées aux social media, etc., c'est parfois un peu compliqué d'avoir un positionnement qui est juste, adapté et pas maladroit sur les réseaux sociaux. Donc nous, on les accompagne vraiment pour créer des contenus. Ça peut être sur TikTok, ça peut être sur Instagram, et on a quand même une spécialité, c'est la vidéo verticale. C'est ultra d'actualité, ça permet d'exploser quand c'est bien fait, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de pas faire des contenus maladroits, quelle que soit la marque. Et donc en fait, nous on se présente vraiment comme une agence stratégie, agence de prod, puisqu'on produit les contenus et on diffuse les contenus. Donc on est une agence de production et de community management. Donc on accompagne les marques au mois, donc c'est des packages mensuels pour un certain nombre de contenus, avec des droits, sans les droits, etc. Et puis ensuite, on s'occupe de tout, la stratégie, la création, la publication pour le développement des comptes. Sur le contenu verticaux, en fonction de la plateforme, est-ce que vous allez adapter, on va dire, le contenu en fonction de la plateforme? Est-ce qu'on peut reposter la même chose sur un TikTok que sur un short, par exemple? Ou est-ce que c'est pas forcément la même audience qui est dessus, et donc vous adaptez pour une même campagne? Comment ça se passe? Alors nous, les plateformes sur lesquelles on travaille essentiellement à l'heure actuelle en format vertical, ça va surtout être Instagram et TikTok. Instagram Reel et TikTok. YouTube Short, ça commence à se développer. On n'a pas encore énormément de demandes sur cette partie-là. La plupart des demandes qu'on a, c'est surtout sur Instagram Reel et TikTok, qui sont déjà bien installés. Mais on pousse de plus en plus de nos clients à y aller. C'est vrai que c'est quelque chose qui performe plutôt bien. En termes de rediffusion des contenus, c'est vrai qu'on va essayer d'adapter en fonction des plateformes. Et ça va vraiment dépendre du type de contenu. On a des contenus qui peuvent aussi bien marcher sur TikTok que sur Instagram. Et à ce moment-là, un repost peut suffire. Par contre, on a effectivement parfois des contenus qui fonctionneraient uniquement sur Instagram et qui sur TikTok seraient pas du tout pertinents. Sur Instagram, aujourd'hui, au niveau des formats verticaux, on s'en rend compte, c'est souvent des choses qui sont peut-être plus jolies, plus propres. On voyage peut-être plus avec Instagram, quelle que soit la marque. J'ai dit on voyage, mais c'est pas forcément des paysages. On peut voyager à travers des vidéos pour une marque de cosmétiques, etc. Les formats sont un peu plus agressifs sur TikTok. On est sur des choses qui sont parfois un peu moins belles, un peu moins travaillées. En tout cas, travaillées différemment. Sur TikTok, on va plus s'axer sur les tendances. C'est ça qui compte, et presque que ça. Tandis que sur Instagram, la qualité du contenu prime aussi beaucoup. Donc ça va vraiment dépendre du contenu. Nous, on essaie quand même de faire des contenus qui sont cross-platform. Notre objectif, c'est que ça marche sur la plateforme sur laquelle on diffuse, mais que finalement, ça puisse être utilisé le plus de fois possible. Donc on essaie quand même de créer des contenus cross-platform. Ouais, génial. Alors, je me doute que, surtout dans une industrie qui est assez jeune, l'industrie de l'influence, il y a plein de choses à mettre en place, et c'est super qu'il y ait plein d'acteurs comme vous qui vous accapariez des parts de marché, effectivement. Et j'imagine que vous avez dû quand même connaître pas mal de galères. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes retours d'expérience sur ça? Ouais, alors des galères, effectivement, il y en a toujours. Alors, des galères, ça peut être sur plusieurs aspects. Ça peut être des délais serrés qu'on va accepter dans le cadre de campagne. Par
parce que finalement, nous, ce qu'on prône aussi, c'est la réactivité, l'efficacité. C'est vrai que moi et mon associé, on a 20 et 21 ans, donc on est assez jeunes, on vit un peu pour le boulot. Est-ce que c'est un avantage? Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça à l'heure actuelle. Et on est prêt à beaucoup pour ça. On travaille tard comme beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est vrai que quand un client nous envoie un message, quelle que soit l'heure, on essaie toujours de s'adapter. On a envie de faire bien pour nos clients, on a envie de les satisfaire. Et nous, c'est vrai que c'est ultra valorisant d'avoir des retours clients, de voir que nos clients ils sont contents qu'on soit réactifs, qu'on puisse voilà les sortir de galères dans le cadre de projets, etc. Donc effectivement, tout ça, ça fait qu'on accepte beaucoup de choses. On est prêt à concéder beaucoup de choses, mais parfois effectivement, on se fait rattraper par le temps quand je te parle de timing. Et ça peut arriver par exemple dans le cadre de livraison. On a des timings ultra serrés. Les directives viennent de Chine quand on parle de grosses boîtes, par exemple dans la tech. Et en fait, malheureusement, les délais, c'est les délais. On va pas pouvoir revenir sur des délais qui sont établis en Chine sur des entreprises de plusieurs milliers de personnes. Quelle que soit la galère, quelle que soit la façon dont on peut la justifier, si on dépasse les délais, on dépasse les délais. Ouais, c'est clair. Donc effectivement, parfois on a accepté des délais et en fait un retard de livraison d'un PC ou alors un ordinateur qui est volé ou un produit qui est volé de manière générale, ça peut vite créer des galères, décaler toute la campagne et bloquer un paiement, etc. On trouve toujours des solutions, bien sûr, pour régler les problèmes, pour que la marque finalement soit satisfaite, parce que ça reste notre client et nous, quel que soit le problème que ça nous pose, on veut qu'elle soit satisfaite, c'est notre objectif final, pour qu'également le talent soit pas trop brusqué, puisque si finalement lui il a pas reçu le PC, il peut pas y faire grand chose, mais en même temps il faudrait qu'il se dépêche. Donc on va brusquer un petit peu tout le monde, mais au final le but c'est que tout le monde s'y retrouve. Donc on a ce genre de galères, et puis on a également des galères parfois au niveau de l'algorithme, ça arrive. Évidemment on les limite le plus possible, on a une expertise influence, donc forcément notre objectif c'est de proposer ce qu'il y a de mieux en termes d'algorithme et de création de contenu, mais on n'est jamais à l'abri, personne maîtrise à 100% l'algorithme, ça n'existe pas, on va pas se mentir, et donc ça arrive toujours que dans le cadre d'une actualité, un moment où parfois on sait pas, un contenu flop, ça marche pas, on avait annoncé des vues, parce que nous on s'engage également sur les vues, on pourra en parler si tu veux, mais effectivement nous on s'engage sur les vues, c'est important pour nous, et donc parfois ça fait qu'on est surpris, mais ça fonctionne pas comme on le voulait. Et donc à ce moment-là, nous on réajuste. C'est aussi une de nos devises, c'est de vraiment se dire que on s'engage, comme je te le disais, et on est prêt à trouver des solutions quand ça fonctionne pas. Un client qui est pas entièrement satisfait, pour nous ça marche pas. Nous on n'a pas envie de trouver des nouveaux clients tous les jours. Nous on a envie de faire plaisir à nos clients. Et s'ils sont entièrement satisfaits, des nouveaux clients viennent. C'est comme ça que ça marche depuis le début chez nous. Et ça marche par une satisfaction qui fait qu'à la fin de la campagne, évidemment, on peut pas tout avoir. Mais de là à se dire, je me suis complètement fait avoir, ça a pas du tout marché. Nous, on veut pas entendre ça. Ça existe dans l'influence, mais pas chez nous. Et donc, ça passe par des concessions. Quand ça marche pas, quand les algorithmes veulent pas, quand le contenu prend pas, on essaie de trouver des solutions avec l'influenceur, avec d'autres influenceurs. En last minute, on appelle tout le monde, on trouve des solutions pour rajouter des contenus, pour essayer d'atteindre les objectifs d'une manière ou d'une autre. Forcément, c'est des choses qui coûtent à l'agence. Mais voilà, je pense que la satisfaction client, ça n'a pas de prix. Donc ça, c'est plein de galères qui peuvent nous arriver. Voilà, en 3 ans d'expérience, ça nous est arrivé quand même plusieurs fois, quoi. À ton avis, est-ce que c'est de par ton expérience et le fait que tu avais réussi à réunir une suffisamment grosse communauté pour avoir une crédibilité dans ce milieu que les influenceurs t'ont fait confiance pour travailler avec vous? Comment, vu que c'est un environnement assez jeune, comment tu as pu embarquer tous ces gens? Alors c'est vrai que nous, je te le disais, on bosse avec la plupart des influenceurs français, donc forcément ça fait beaucoup de monde. Nous c'est vrai que comme on a un pied dans le milieu, alors Romain, mon associé, lui connaît déjà pas mal de créateurs puisqu'il s'était créé un petit réseau à l'époque, donc il y a 3 ans, donc c'est vrai que même plus de 3 ans, donc c'est vrai que ça remonte déjà, donc forcément le réseau s'élargit au fur et à mesure. Et puis moi en tant que créateur, j'avais également mon réseau. Finalement en plus on est parti sur 2 réseaux complètement opposés, donc on se rejoint et on finit par cartographier un peu tous les influenceurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut se permettre de dire ça. Et effectivement notre relation, alors je sais pas si la confiance des influenceurs change, certainement, on a une approche quand même qui est différente. Les influenceurs ont parfois l'impression d'être plus compris. Alors chaque influenceur est différent, il y a des influenceurs pour qui la relation est complètement standard, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs avec lesquels on peut aller beaucoup plus loin, puisqu'on les connaît, on passe du temps avec eux, on comprend les problématiques qu'ils ont. Moi j'en ai parlé tellement de fois avec Romain que Romain c'est presque devenu un créateur comme moi, et il comprend ces problématiques de délai, de timing, de machin, et c'est vrai que c'est des choses qui permettent à l'influenceur d'être plus impliqué, de se sentir mieux dans une campagne, et ça nous permet aussi de restituer au mieux les informations auprès des annonceurs et d'anticiper les problèmes, et ça c'est top. Quand on n'est pas créateur, alors forcément des agences qui travaillent depuis des années dans l'influence commencent à anticiper ce genre de problème, il n'y a pas besoin d'être créateur pour comprendre, mais le fait d'avoir été créateur, ça permet d'avoir une vision différente, de pouvoir comprendre au mieux les créateurs et d'anticiper au mieux ces problèmes. Donc effectivement je pense que c'est un facteur qui nous a permis de nous développer, de donner confiance quand même aux créateurs, et puis de simplifier quand même la vie de nos clients sur pas mal de points, quoi. Donc effectivement c'est quand même une force, ce premier pas dans l'influence en tant que créateur, quoi. Ouais, bien sûr. Alors toi, effectivement, tu as la relation forcément d'un côté client et l'autre le influenceur. Est-ce que malgré que ce soit un marché relativement jeune et que les influenceurs de manière générale sont plutôt des personnes assez jeunes,
Est-ce que tu trouves que ça reste un milieu assez professionnel? Est-ce que ça t'arrive parfois que l'influenceur soit en retard dans les rendus ou si vous voulez refaire des retouches, etc. Comment tu perçois un peu ça? Est-ce que tu penses que ça va encore gagner en maturité, qu'il y a encore un peu de travail? Alors c'est un marché qui évolue beaucoup. Effectivement, la particularité de ce milieu, c'est qu'il y a énormément de jeunes dans un milieu où la prestation peut vite coûter cher. Ouais. C'est pas le cas de toutes les prestations. On n'est pas une agence de luxe. On vend des prestations parfois qui coûtent pas très cher. Il y a un prix de marché. Mais c'est vrai que de manière générale, l'influence, ça a un prix. C'est de la visibilité, c'est de la publicité. Et quand on est sur des belles opérations, ça coûte de l'argent. Que ce soit beaucoup ou un petit peu. Et cet argent-là, il va directement à des jeunes, des très jeunes, parfois qui n'ont pas forcément compris que c'était du travail. Ouais. J'en étais le premier Bien sûr. à en faire les frais quand j'ai commencé. Donc ça dépend des créateurs. Forcément, depuis des années, le marché évolue, ça se solidifie quand même. On a une concurrence forcément hyper importante. Donc je pense que à l'époque, on savait même pas que les partenariats c'était collaboratif et que c'était au-delà de ça professionnel. On s'en rendait même pas compte. Aujourd'hui, quand même, on s'en rend compte, même quand on est jeune. Je pense qu'il n'y a pas de bon exemple. Il y a des influenceurs qui sont très très sérieux, même très jeunes, d'autres qui le sont beaucoup moins malgré le fait qu'ils soient plus âgés. Ça dépend toujours de la façon de la personne à qui on s'adresse. Je pense que c'est valable dans tous les milieux. On a des gens qui sont plus ou moins professionnels. Chacun a sa manière de fonctionner. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est un milieu qui évolue très vite et on voit déjà la différence entre aujourd'hui et il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'est que t'es quand même beaucoup plus la jungle. Aujourd'hui, ça se structure. Pourquoi ? Parce que les influenceurs n'ont pas le choix. Les marques en ont marre. Alors nous, c'est aussi notre rôle, effectivement, de simplifier la vie des annonceurs là-dessus. Et c'est pour ça que nous, depuis le début, on fait en sorte que ce soit lisse pour les annonceurs. En tout cas, ça n'a pas toujours été le cas de notre côté. C'est pour ça que nous, on essaye d'amortir au maximum. Parce qu'effectivement, les influenceurs, parfois, ça nous fait un peu la vie dure. Même s'il y en a qui sont ultra professionnels. En tout cas, on est obligé en tant que créateur aujourd'hui d'être compétitif sur la façon de travailler parce qu'il y a tellement de créateurs et tellement de bons créateurs. Évidemment, il y a des annonceurs qui se mettent de plus en plus sur les réseaux. Tout le monde est sur les réseaux en termes d'annonceurs, mais au bout d'un moment, quand tous les annonceurs sont sur les réseaux sociaux, si le nombre d'influenceurs continue à croître, au bout d'un moment, les influenceurs, il va falloir choisir ou celui-ci ou celui-là. On ne pourra pas prendre tout le monde. Donc, si l'influenceur n'est pas compétitif en termes d'efficacité, de transparence, de qualité de rendu, etc., on préférera prendre ceux qui sont plus compétitifs. Donc je pense que ça va être amené à évoluer encore et à vraiment se fortifier et se professionnaliser dans les prochaines années. Puis j'imagine qu'avec Golden, vous apportez aussi cette expertise-là qui permet de pérenniser un peu plus. Alors même au sein d'Initial, sans représenter les créateurs, dans le cadre de nos campagnes, on fait en sorte que tout soit millimétré. On n'accepterait pas en tant qu'annonceur d'avoir des retards, etc. C'est super compliqué de suivre un projet quand on n'est pas à l'heure, quand bidule. Évidemment, ça arrive, on va pas démentir. Bien sûr, ça arrive les retards, comme dans tout métier. En tout cas, on essaie de les limiter au max, de les amortir au mieux. Et effectivement, ça, on l'explique à l'influenceur dès le début, on est très clair là-dessus. Et sur Golden, dans la partie formation et accompagnement, c'est quelque chose qu'on met hyper en avant. Voilà. Le fait d'être réactif et compétitif sur la transparence et l'efficacité, c'est primordial. Ouais, c'est clair. Alors justement, si tu pouvais recommencer une de tes agences demain from scratch, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Alors, qu'est-ce que je ferais différemment ? Je pense qu'en tant que créateur, moi, j'ai suivi ma passion. J'ai vraiment créé des vidéos parce que ça me plaisait. J'ai toujours fait ce qui me plaisait et je pense que là-dessus, la passion primera toujours. Donc, si demain ma passion était différente, je ferais certainement différemment. Mais je l'ai vraiment fait comme je le sentais. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la création des agences, si je devais faire quelque chose, j'attendrais peut-être pas autant de temps avant de structurer. Aujourd'hui, c'est vrai que je te l'ai pas dit, mais on a été 2, effectivement, pendant longtemps, ça je t'en ai parlé. On a créé Golden, sur laquelle on est 3 associés, mais en termes d'équipe pure et dure, on a longtemps été 2, 3, sans forcément déléguer et avoir une équipe. J'avais cette image, en fait, de dire, ce sera pas moi qui vais faire, mais c'est quelqu'un d'autre qui va faire ma place. Et alors, j'avais pas forcément l'impression que ça allait être moins bien fait, mais j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je sois au cœur du truc. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Je porte l'ADN de la boîte avec Romain et Coliane. On veut vraiment accompagner nos clients, nous. On veut avoir cet ADN d'accompagnement transparent, efficace, clair. On veut trouver des solutions. On veut que nos clients ils soient satisfaits. Et je pense que tout ça, c'est un ADN qui vient de nous. Je pense qu'on représente un peu notre boîte. Et je pense que c'est important qu'on soit au cœur des process. Mais par contre, je pense que ça ne justifie pas de devoir attendre extrêmement longtemps avant de déléguer. Aujourd'hui, on a recruté un petit peu moins de 10 personnes et pour autant, on est quand même au cœur des process. Et en fait, on a attendu longtemps avant de le faire. Là, on est au mois de février quand on se parle, février 2023,
Et on a commencé à recruter au mois de septembre 2022. Ok. Donc c'était il y a quelques mois à peine. Et ça faisait déjà 3 ans effectivement qu'on avait lancé les agences. Donc on a tout fait à deux. On a fait plusieurs millions de chiffres d'affaires pendant plusieurs années à deux. Et c'est vrai que c'était quand même ultra fatigant. Et je pense qu'on aurait pu accélérer plus vite. On aurait pu proposer des services plus larges. Aujourd'hui, on a 3 structures au bout de 3 ans. Et je pense qu'on aurait pu en avoir 3 au bout d'1 an si jamais on avait rapidement délégué. Donc c'est vrai que force d'expérience, on peut pas tout savoir tout de suite. Mais si aujourd'hui je devais refaire ça, je pense que je prendrais plus vite le temps d'essayer de déléguer et de poser pas mal de choses. C'est vrai qu'au début, notre offre, on l'a posée, mais on n'avait pas forcément de plaquette commerciale. Tu vois, c'est pas mal de petits éléments peut-être un peu bêtes. On avait 18 ans, on a fait beaucoup de réseaux, etc. Ça n'empêchait pas nos clients d'être satisfaits, mais on avait moins de support, on avait moins d'organisation. Et finalement, c'était des choses qui nous simplifiaient la vie et qui finalement auraient permis de, plutôt que de gérer un client, j'aurais peut-être 2, 3, 4, parce que finalement, on aurait gagné beaucoup de temps. Donc je pense que c'est sur l'optimisation du temps que j'aurais rechangé pas mal de choses par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, pour gagner finalement pas mal de temps, quoi. Ouais, c'est des freelances avec lesquels vous travaillez là? Ou alors non, vous c'est aujourd'hui des personnes CDI? qu'on a internalisées, ouais. Ok, génial. Tout à fait. Super. Parce qu'avant, effectivement, on travaille même pas avec des freelances, on gère vraiment tout à deux. Ça va de la comptabilité jusqu'au briefing, au sourcing influenceur, l'acquisition client, tout ça. On gérait tout vraiment tout seul, quoi. Donc aujourd'hui, on chapeaute encore tout. On n'est pas du tout en retrait, on est complètement dans nos fonctions et on gère tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui bossent avec nous, qui nous donnent aussi leurs idées. Et puis quel plaisir de bosser en équipe. Bah, c'est clair. Quel plaisir de bosser en équipe. On a pris des bureaux à Paris là, à la rentrée en septembre quand on a recruté. Avant, on était en full télétravail pendant 3 ans. Quand même, on a mis en place des projets. Je te parlais tout à l'heure de Realme. On a travaillé avec eux sur 2 pop-up stores en simultané à Paris. On a fait venir plus de 1000 personnes, des influenceurs avec plusieurs millions d'abonnés, à la Fnac à Châtelet-Les-Halles, plus un pop-up store en plein Paris en simultané. On gérait les 2 événements. Il y avait des influenceurs qui venaient le matin, qui repartaient 1 heure après, d'autres qui venaient, etc. On a fait un roulement, des teasings, des récaps du projet pour finalement faire venir du monde, faire parler dans les zones alentours et en plus diffuser tout ça sur les réseaux de la manière la plus qualitative possible. Et on a tout géré à distance. On n'a jamais mis un pied à Paris dans le cadre de cette opération. Et c'est vrai que c'était un taf de ouf. Enfin, c'était surtout une pression. C'était, on avait le contrôle avec nos téléphones, mais on contrôlait à distance. Mais c'était un jeu vidéo, quoi. Ouais. On voyait les vidéos qu'on nous envoyait sur place. Il y avait des milliers de personnes en on se disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire venir des milliers de personnes dans un événement à Paris, alors qu'on est à 300 km dans notre chambre. Ouais. C'était incroyable. Ouais, c'est dingue. Hein. La force des réseaux. La force du télétravail, des réseaux, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on le refera pas. C'était une expérience de fou. Moi, j'en suis nostalgique. Et puis, quel plaisir aujourd'hui de rencontrer ses clients aussi, d'aller les voir, de déjeuner avec eux, de prendre du temps, de réfléchir et puis vraiment de travailler et puis le partage présentiel. Quel plaisir. Nous, on n'a pas connu ça pendant 3 ans et ça, je pense que ça manquait vraiment. C'est vrai que ça, c'est quand même un gros changement pour nous, quoi. Est-ce que tu aurais un peu des échecs à nous partager sur lesquels vous avez pu capitaliser et qui nécessairement feraient que tu ferais des choses différemment sur un nouveau projet? Je pense que les échecs qu'on a pu réaliser, c'est pas tant en termes de performance. On est sur les réseaux sociaux, je te parlais des problèmes qui pourraient arriver d'un point de vue algorithmique. Pour moi, c'est pas des échecs. Je pense que l'échec, c'est la finalité. Je pense que quand on arrive à trouver des solutions et que finalement le client est satisfait, les objectifs sont atteints, je pense qu'on peut pas forcément parler d'échec à ce niveau-là. Je pense pas qu'on ait fait d'échecs à proprement parler, des choses qui nous aient mis à ras le sol. Mais je pense qu'effectivement, on a fait pas mal d'erreurs. Et en partie au niveau des process, la gestion des process, la définition des process. Concrètement, on avait notre offre, on avait le besoin, on savait comment y répondre. Mais qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour y répondre? On répond avec des opérations créatives influence. Donc, on le gérait, mais on n'avait pas de process défini pour y répondre. Okay. Donc, en fait, si tu me demandais de dire comment ça fonctionnait, quelle était notre organisation, mais c'était au jour le jour. Alors, est-ce que c'est quelque chose de mal? Je pense que mentalement, oui, et en termes de temps, oui. Pour commencer, c'est pas si mal, ça permet finalement d'apprendre sur le tas. Mais je pense que c'est quand même un échec parce que nous, ça nous a pris quand même pas mal de temps à définir ces process. Au final, on y est arrivé. Heureusement, ça nous a pas mis à ras le sol, comme je te disais. C'est vrai que je pense qu'il y a des entreprises qui, malheureusement, peuvent pas se permettre de pas définir leurs process. Si tu définis pas tes process rapidement, tu perds trop de temps et ça marche pas. Nous, on a eu la chance de réussir à gérer malgré ça, mais je pense que c'est quand même un échec et je pense que comme je te le disais, ça rejoint un peu l'idée que j'avais juste avant, c'est que si jamais ces process-là ils avaient été définis rapidement, on se serait rendu compte concrètement de comment on pouvait accélérer les choses, en partie en recrutant, et ça nous aurait permis de gagner du temps. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, je suis pas malheureux d'en être là aujourd'hui, je pense pas que la croissance soit mauvaise, au contraire, on a une croissance qui est incroyable et tous les jours on se dit waouh, comment c'est possible et on est super content. Mais c'est vrai que on a toujours envie, comme tu le disais, de remettre les choses en question, de se dire comment on aurait pu faire mieux. Et je pense que c'est peut-être un échec. Et en fait, ça vient aussi du fait que
On adore ce qu'on fait. Moi, quand j'ai créé cette agence, je me rendais pas forcément compte de l'aspect entreprise. Alors évidemment, il y avait ce côté comptabilité, tout ce que tu veux, etc. Mais j'avais pas forcément l'impression que c'était quelque chose qui allait m'amener à avoir des bureaux à Paris, alors que de base, moi, je suis de la campagne à 300 km du côté d'Angers, qui allait faire que aujourd'hui, on allait faire des interventions à droite à gauche, communiquer. On intervient aussi beaucoup dans des écoles aujourd'hui, alors que moi, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter les cours. J'étais encore en école, en salle de classe, il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, on intervient auprès d'étudiants pour leur apprendre pas mal de choses, pour leur expliquer, pour faire des interventions X ou Y. Et c'est vrai que tout ça, moi, je l'avais pas du tout anticipé. Et tout ça, ça fait qu'en fait, on l'a fait un petit peu sous le coup de la passion. Et un peu comme quand moi, je me suis lancé en tant que créateur, je le faisais sous le coup de la passion. J'avais pas forcément une organisation à proprement parler. Je savais même pas combien je gagnais par mois, finalement. Même quand c'était vraiment mon métier, entre guillemets, j'avais pas de tableur Excel, j'avais rien. C'était au jour le jour. J'avais de l'argent sur mon compte. C'est bien. Je vais pouvoir survivre, quoi. Ouais, c'était insouciance. Je serais incapable aujourd'hui de te dire, écoute, à ce mois-ci, cette période-là, j'ai gagné de temps, etc. J'en sais rien, j'ai jamais traqué ça. Heureusement, et grâce à Dieu, toujours eu de quoi vivre, mais je me suis jamais dit, ce mois-ci, je gagne plus d'argent, ce mois-là, j'en gagne moins, peut-être que je me suis jamais remis en cause. Comme les entreprises le font tout le temps, moi, ça a jamais été quelque chose dont je me suis soucié. Donc c'est vrai que c'est en fait l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution des enjeux, l'évolution du volume, de la demande, de l'importance, du fait qu'on est sollicité aussi de plus en plus avec mon associé, mes associés, tout ça, ça nous fait nous rendre compte de l'importance, de l'impact que ça a, et on se dit ok, peut-être qu'on est vraiment en train de prendre une place, de jouer un rôle, on a un impact sur des gens, sur des entreprises, on a un vrai rôle, et tout ça, ça pose des responsabilités, et il faut qu'on pose des process dessus. Mais ça, on s'en a rendu compte trop tard, je pense. Ouais, c'est sûr que tant que vous restiez entre vous, je veux dire, les process, c'est sûr que ça aide, parce qu'au quotidien, déjà, ne serait-ce que pour communiquer avec les entreprises, et puis quand tu as un processus bien établi, ta charge mentale baisse parce que tu sais que tu vas dérouler le process. C'est ça, c'est la même chose tous les jours, entre guillemets. Alors que là, le matin au réveil, c'est bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est ça. Alors que par contre, si tu commences à avoir des employés, là, t'es obligé d'avoir des process. Ou alors t'as vraiment des excellents salariés, mais c'est quand même très compliqué, hein. Faut y aller. Même si t'as des excellents salariés, il faut quand même qu'ils se basent sur quelque chose pour pas être. Nous, on a des salariés qui sont excellents, et clairement, sans process, les pauvres, comment ils font, c'est quand même très compliqué, donc c'est clair. Clairement. Alors justement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'influence plutôt qu'une agence, parce que finalement on t'accompagne aussi des influenceurs, et on voit que pour tout business c'est très important, hein. Chaque business essaye d'avoir un peu sa présence sur différents réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou autre. Quels seraient un peu tes conseils là-dessus? Alors moi, je pense que ce soit en tant que créateur de contenu ou en tant que marque sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, mais je pense que aujourd'hui, il faut réussir à prendre en compte plusieurs choses pour mettre les chances de son côté et réussir à se développer. C'est ce qu'on fait nous avec Virali, et ça fonctionne très clairement. Parmi ça, alors ça va dépendre de la plateforme, ça va dépendre de ce que veut faire le créateur, mais je pense qu'aujourd'hui c'est important de se différencier, d'avoir son style à soi, d'avoir ses concepts à soi. Ça peut être une marque ou ça peut être un influenceur, comme je te disais. On peut pas faire comme tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour se valoriser en tant qu'influenceur, il faut se différencier, et pour se valoriser en tant que marque, il faut se différencier. Pour ses consommateurs ou pour ses clients en tant qu'influenceur, il faut être différent. Donc il faut se différencier, il faut y croire, il faut travailler. C'est sûr que même si on fait les meilleurs contenus du monde, ça vient pas d'un coup. Faut voir MrBeast, ça fait combien d'années qu'il est sur YouTube pour finalement être youtubeur numéro 1. Ça veut pas dire que tout le monde est comme lui. Il y a des gens pour qui ça explose en 3 jours, il y a des gens pour qui ça explose en des dizaines d'années. C'est le jeu. En tout cas, quoi qu'il arrive, quand on fait des bons contenus sur les réseaux sociaux, on est toujours récompensé à sa juste valeur. Ça finit par marcher, mais voilà, il faut réussir à innover, à se différencier, et puis à trouver ce qu'on veut faire. Il faut avoir sa patte à soi. Il faut pas essayer de copier les autres, mais il faut aussi, une fois que tu te différencies, réussir à avoir tes concepts. Se dire, voilà, moi je veux travailler dans telle niche, je veux être un créateur qui est spécialisé là-dedans, je veux parler de ça, je veux parler de ci. Il faut qu'on réussisse à comprendre, et ça je le dis plus en tant qu'agence ou en tant que marque, il faut qu'on réussisse à comprendre ce que l'influenceur il veut véhiculer. À qui il s'adresse, c'est quoi son domaine d'expertise, c'est quoi sa spécialité. Je suis hyper mauvais pour parler de ça parce que moi en tant que créateur j'avais pas de spécialité à part faire le con, il faut dire les choses. Ce qui est une spécialité finalement. Ce qui est une spécialité, mais aujourd'hui au vu du nombre d'influenceurs, on se rend compte quand même que les marques ont de plus en plus envie. Chacun est de plus en plus niché. Voilà, de travailler dans des domaines. Alors ça veut pas dire qu'être lifestyle, ça veut pas dire que partager sa vie c'est nul, au contraire. Mais il faut trouver une façon de le faire. Il faut que la marque, quand elle travaille avec toi, elle se dise, en fait, oui, je travaille avec lui parce que lui, il a sa patte à lui. Il y a plein d'influenceurs lifestyle aujourd'hui qui sont connus, mais ils sont connus pourquoi? Parce que ils ont leur truc à eux, ils ont leur humour, ils ont leur façon de parler, ils ont leur façon de s'habiller, de se comporter, de rigoler. Et ils sont différents. Ils véhiculent quelque chose. Et quand on est une marque, il faut comprendre les choses. C'est qu'aujourd'hui, quand on est une marque, on va chercher les statistiques, on va chercher l'impact,
la créativité, on va chercher à se démarquer, mais on va aussi chercher à collaborer avec quelqu'un qui nous représente, avec qui on a envie de travailler. Clairement, un influenceur, ça véhicule des valeurs. Et une collaboration, l'objectif, c'est de véhiculer quelque chose, de dégager un sentiment, de dégager un truc. Et clairement, si jamais toi, en tant que créateur, tu dégages rien, c'est difficile que la marque, elle se projette pour dégager quelque chose dans le cadre d'une collaboration. Donc vraiment, innover, se différencier, savoir qui on veut être sur les réseaux sociaux, être soi-même, c'est quand même mieux. Et puis dégager quelque chose. Dégager quelque chose, ça va avec se différencier aussi. Ouais. Si toi demain tu devais recommencer en tant que créateur, vraiment à zéro, sur une nouvelle thématique, tu commencerais par quoi? L'entrepreneuriat. Ouais, moi je créerais un petit podcast, tu vois. Je l'appellerais, je pense, from scratch, un truc comme ça. Non, l'entrepreneuriat, j'adore, moi. En fait, je n'y connaissais rien du tout. Je me suis jamais considéré comme entrepreneur. Mes parents sont pas entrepreneurs. J'ai l'impression que tout le monde dit ça, mais c'est vrai, moi non plus. Mes parents sont pas entrepreneurs. Et effectivement, je trouve que c'est quand même un domaine... En fait, moi, ce que j'aime, c'est répondre à des besoins et me rendre compte que ça a marché et que le client est content. Quand je reçois des messages incroyables, les statistiques de la vidéo, on est trop content, etc. Mais c'est ultra valorisant quand on arrive à négocier avec l'influenceur pour avoir un petit contenu bonus et que la marque est super contente parce que on lui a offert un contenu bonus et que finalement au sein de l'entreprise c'est cool parce que du coup ils augmentent pas le budget, ils ont un truc en plus, ça se valorise en interne, etc. Nous, c'est des trucs, ça m'anime. Et alors aujourd'hui, c'est dans le cadre de campagnes d'influence parce que j'adore ça et voilà, ça m'intéresse énormément. Mais être entrepreneur, c'est faire partie d'un groupe, mais personne fait la même chose. Moi, c'est ça que j'adore. En fait, on fait tous la même chose parce qu'on porte des projets, mais tous les projets sont différents. Ça, c'est fou. Moi, je trouve qu'être entrepreneur, c'est avoir un métier et ce métier, il te fait tout faire. Et alors, moi, ce que j'adore en entrepreneuriat, c'est le fait de se dire, j'ai une idée, et je la développe. Et de voir l'évolution, de construire, de réfléchir, de travailler en équipe, de constituer quelque chose. Et moi, je me sens pas supérieur à mes équipes. Combien de fois je demande même à des alternants, et c'est pas du tout pour redescendre les alternants ou quoi, on pourrait se dire, mais toi, t'as 6 ans d'expérience dans l'influence, un alternant, parfois, il en a qu'un. Et pourtant, parfois, je demande un conseil à l'alternant parce que j'en ai aucune idée, parce que chacun a ses compétences, etc. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est vraiment constituer quelque chose, travailler en collaboration, le partage. Et l'entrepreneuriat, c'est carrément ça. Et donc, je pense que je serai créateur de contenu dans l'entrepreneuriat parce que je rencontrerai, en fait, comme toi, je trouve que ce que tu fais, c'est très cool. Rencontrer des gens qui font des trucs différents, découvrir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles histoires. Et puis ça fait travailler, on apprend des choses, on découvre des nouveaux trucs. C'est comme si on écoutait un podcast, sauf que c'est notre taf, quoi. Donc c'est vrai que c'est très cool. Donc moi je pense que je ferais ça parce que je pense qu'être entrepreneur, enfin être créateur de contenu d'entrepreneuriat, c'est être créateur de contenu dans tout. C'est avec des gens qui vont lancer des apps mobiles, qui vont lancer des plateformes, qui vont lancer des salles de sport, qui vont lancer des magasins de thé. Et c'est découvrir plein de choses et être à l'affût un peu de pas mal d'opportunités aussi. Donc c'est clair. Donc c'est ça que je pense que je ferais. Exactement, super. Merci beaucoup Hector. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes différents réseaux, les sites de tes agences, dis-nous tout. Alors moi je suis beaucoup actif sur LinkedIn, donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sur mon compte Hector Soyer, et puis je suis également présent par mail sur hector@initial-agency avec un y.com. Ok, voilà. Génial. Vous avez, j'imagine, des comptes sur les différents réseaux pour les agences ou toi en perso, sur Insta? C'est ça, on est présent sur LinkedIn, sur Initial, Virali et Golden. Normalement, ça rank tout en haut quand on cherche le nom des 3 agences, quoi. Ok, génial. Voilà. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Trop sympa. Est-ce que vous avez une actu bientôt à venir, quelque chose que vous avez lancé Eh ben non, pas d'actu. Écoute, pas d'actu, en tout cas que je ne puisse aujourd'hui dévoiler, c'est ça. Bon, il essaye de me soutirer des informations. Ça passe comme ça, bon, c'est pas grave. C'est bien essayé. Faudra qu'on refasse un nouvel épisode pour discuter du futur. Super. Hector, merci beaucoup pour avoir partagé toutes ces informations avec nous. Vous qui nous regardez, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Ça soutient beaucoup la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!